Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue en 2023. Nouvelle année, nouvelle tendance, on vous dit tout dans un instant. Justement, des mutations à attendre pour cette saison. D'abord, le prix de thèse. Le prix de thèse, c'est celui du ministère des Armées. Il vient de fêter ses 20 ans et pour l'occasion, il s'allie à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche pour décerner son nouveau cru. Sélection à suivre, ce sera dans Génération Talent. Il a encore une idée derrière la tech en 2023, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, aujourd'hui, avec toi, on va passer en revue Bold, une base de données audacieuse pour les entrepreneurs heureux. Oui, en fait, c'est une plateforme qui mérite d'être connue parce qu'elle met elle-même en avant des personnes pas assez connues, justement. Eh bien oui, on les découvre avec toi dans un instant. Je vous le disais, aujourd'hui, dans les questions du jour, on vous dit tout de ces mutations pour 2023. Tech, impact, santé, éducation ou encore climat. Cette année sera celle du changement ou ne sera pas, oui. Mais comment trouver le bon mix pour la planète, la société, l'économie, l'école? On ouvre notre boule de cristal avec nos experts du jour. Carolina Thomas, rédactrice en chef de l'excellent livre des tendances 2023 pour le magazine L'ADN. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie et bonne année. Et bonne année, absolument. On va dire bonne année aussi à Nathanaël Wallenhorst. Nathanaël, tu es toujours docteur en sciences politiques de l'environnement et de l'éducation, auteur de Qui sauvera la planète? C'est aux éditions Actes Sud. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, bonne année. Mais d'abord, focus. Depuis 2002, le ministère des Armées fait équipe avec celui de l'enseignement supérieur et de la recherche pour remettre le prix de thèse. Il y a quelques jours, 3 jeunes chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux. Ils constituent un véritable apport pour la communauté scientifique. En 2 minutes top chrono, Xavier Terrade vous présente ces 3 thèses. Jérémy Anger, Michele Del Mastro et Jordan Erhardt sont les 3 lauréats du prix de thèse 2022 remis par le ministère des Armées et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche le 5 décembre. Une distinction qui existe depuis 20 ans. Docteur au Centre Borelli de l'Université Paris-Saclay, Jérémy Anger a été distingué pour sa thèse baptisée « Une exploration du défloutage d'images et vidéos, les détails qui font la différence ». Une étude qui devrait permettre notamment des améliorations en reconstruction 3D et en reconnaissance d'objets. La restauration d'images, à travers des méthodes numériques, va permettre l'exploitation d'images acquises dans des conditions de plus en plus extrêmes. Par exemple la photographie de nuit ou pour des clichés pris depuis l'espace. Le gain offert par notre méthode permet notamment d'améliorer la précision d'algorithmes appliqués ultérieurement, par exemple la reconstruction 3D ou la reconnaissance d'objets. Et ça va également permettre aux opérateurs humains qui analysent ces images d'avoir des photographies de plus haute qualité. Michele Del Mastro a lui été récompensé pour sa thèse intitulée « Antenne à double polarisation pour communication satellitaire », une étude cofinancée par la région Bretagne et menée à l'Institut d'électronique et des technologies du numérique du CNRS. L'idée est de permettre à chacun d'accéder à Internet partout sur la planète est rendue possible grâce à l'utilisation d'un terminal d'antenne qui est en fait une antenne active. Le concept d'antenne proposé dans ma thèse est donc un bon candidat pour proposer une solution alternative, en réduisant du coup les coûts de production énormément. Enfin, Jordan Erhardt a reçu le prix de thèse 2022 pour allumage laser de poudre propulsive à vulnérabilité réduite, influence du taux de nitrocellulose sur les conditions de pyrolyse et d'inflammation. La compréhension des phénomènes physico-chimiques relatifs à l'allumage des poudres propulsives permettra de savoir initier de manière certaine une charge propulsive lors d'un tir, tout en limitant les allumages non souhaités durant la manutention, le stockage ou le transport d'une munition. Le choix de cette étude réalisée au sein du laboratoire Prism rappelle que c'est bien le ministère des Armées qui remet cette distinction. Alors, on parle de thèse, Nathanaël. Ta thèse à toi, elle portait sur quoi? Alors moi j'avais fait une thèse il y a une dizaine d'années qui portait sur une comparaison de l'école en France et en Allemagne. Et puis j'ai fait une thèse un petit peu plus récemment qui portait sur l'Anthropocène. L'Anthropocène qui est le nom d'une nouvelle époque géologique qui est caractérisée par un bouleversement du climat et de la biosphère et la nécessité pour les sociétés de se réorienter. Et ces réorientations d'ailleurs des sociétés, on va justement parler dans notre question du jour. Vous le savez, aujourd'hui, on dévoile les tendances à suivre pour 2023. C'est parti.
Et pour parler de ces tendances, on ouvre un livre. Et lequel? Le livre des tendances 2023 de l'excellent magazine L'ADN. C'est avec vous, Carolina Thomas. Vous en êtes la rédactrice en chef. Bonjour à vous. À nos côtés, évidemment, Nathanaël Wallenhorst, docteur en sciences politiques, sciences de l'environnement et de l'éducation, auteur de Qui sauvera la planète? Bonne question, merci de l'avoir posée, aux éditions Actes Sud. J'avais envie qu'on revienne avec vous deux sur, en effet, ce à quoi il faut s'attendre pour l'année 2023. Alors, on ne va pas pouvoir le faire de façon tout à fait exhaustive, mais on a d'abord envie de se dire que 2023, c'est un nouveau chapitre à écrire. On va pouvoir aussi se demander si c'est l'année où les impératifs et les envies aussi de justice sociale et environnementale vont pouvoir être réconciliés. On en a beaucoup parlé en 2022, notamment avec toi, Nathanaël. Comment est-ce que 2023 peut transformer l'essai amorcé par l'année précédente, Carolina, en la matière? Alors, vaste question, effectivement. Ce qui nous a frappé, nous les journalistes de l'ADN, quand on a conclu ce livre des tendances, justement, c'est la nécessité de changer d'échelle en matière de changement. Justement, au moment où on a bouclé l'ouvrage, il y avait un rapport, énième rapport des Nations Unies qui sonnait le tocsin sur la nécessité de changer. Mais chantons aussi, chantons le fait de sauver ce tocsin. Qui s'appelait The Closing Window, qu'on peut traduire en bon français par la fenêtre d'opportunité se referme. Parce que, justement, on a un peu trop tardé à amorcer les changements. Et là, vraiment, il va falloir arrêter de faire les colibris et passer la quatrième en termes de bascule de système. Ça, c'est un message qui ressort très fort dans le livre des tendances. Je pense notamment à Céline Guivarch, qui est une économiste du climat et co-autrice de l'un des derniers volets du dernier rapport du GIEC, qui parle justement de ça et qui nous dit on est devant des décennies d'actions exigeantes pour basculer, réorienter ces systèmes. Et cette décennie-ci, elle est critique pour les amorcer. Ouais, et on rappelle que dans ce livre des tendances, il y a 20 secteurs qui sont décryptés, 368 pages d'analyse, là aussi, d'interviews, d'expertise, de chiffres, de data aussi, c'est extrêmement précis. Nathanaël, est-ce que cette décennie 2020, qu'on a vu s'ouvrir de façon assez abracadabrantesque, pour reprendre une vieille expression s'il en est, est-ce qu'elle peut enfin se mettre au temps de la mesure, de la prise de recul et paradoxalement de l'action en même temps? C'est vrai qu'on a eu l'impression pendant les 2 années précédentes d'absorber les chocs, de tenter de les digérer après la pandémie de Covid qui s'est déclarée dès le début de l'année 2020. Est-ce que 2023, c'est l'année où on va pouvoir prendre la juste mesure de l'action à mener ? Eh bien, donc c'est difficile pour moi de me situer comme ça par rapport à une année. Ce que je peux dire, c'est que quand je pense à l'année 2023 qui s'ouvre à nous, je ne peux pas m'empêcher de la repositionner dans la décennie 2020-2030, et la repositionner à l'échelle du siècle, du 21e siècle. Et moi, j'identifie comme 3 grands processus qui caractérisent le siècle, la décennie, et a fortiori 2023 qui commence. C'est un processus d'emballement climatique, un processus d'effondrement de la biodiversité et un processus d'accélération des sociétés. Et quand on regarde ces 3 processus-là, emballement, accélération, effondrement, eh bien, on est comme aspiré dans un tourbillon où l'accélération des sociétés génère un emballement climatique qui génère un effondrement des écosystèmes qui en retour accélère l'emballement climatique, etc. Et donc ce qui est en jeu ni plus ni moins, et c'est ce que vous disiez, voilà, et pour l'instant j'ai juste pu survoler en fait la table des matières du grand livre des tendances. Ce qui est en jeu ni plus ni moins, c'est trouver une autre façon d'habiter le monde en fait, un autre rapport au monde et une autre façon de vivre avec l'ensemble du vivant, entre nous, avec évidemment une attention toute particulière à la solidarité et la justice sociale. Mais il y a de la télépathie dans ce livre des tendances, parce que tu as peut-être juste survolé la table des matières, mais en l'occurrence, c'est vraiment ce qui ressort de ces 20 secteurs analysés dans ce livre des tendances 2023. L'idée de se dire que c'est plus que jamais une opportunité cette année 2023 pour changer d'air et sur tous les plans, en mixant tous les secteurs, toutes les industries, toutes les idées, toutes les ressources aussi. Il y a une très jolie allitération que vous développez, Carolina, dans votre édito. Révélation,
résonance, remix. C'est vraiment ce à quoi il faut s'attendre pour cette année, se dire que finalement les faits d'actualité qu'on a vu se dérouler depuis le début de l'année 2020, ils vont nous permettre de pouvoir transformer l'essai encore une fois en 2023. C'est tout le mal que je nous souhaite collectivement, qu'on y arrive et qu'on arrive justement à se mettre en marche. Oui, vous parliez de cette allitération qui titre l'édito qui ouvre cet ouvrage qu'on appelle le livre des tendances, mais on devrait plutôt l'appeler le livre des mutations, parce que le mot tendance est presque même un peu connoté à tort ou à raison de façon superficielle, mais on parle plutôt de mutation, une mutation à l'échelle de la société et de l'organisation de la société. Donc oui, on a parlé de révélation parce que nous, on a l'impression que vraiment cette année qui vient de s'écouler, c'est celle où on a pris conscience, celle où les yeux se dessillent. C'est-à-dire que si on voulait encore douter du changement climatique, il suffit de se rappeler de l'été 2022 pour savoir que ça devient un petit peu difficile de maintenir une position climato-sceptique ouvertement. Enfin, on sent dans notre chair que les choses changent et que l'anthropocène est une réalité et que ses effets sont déjà là. Donc il y a un côté un peu apocalypse dans le sens étymologique du mot qui veut dire révélation divine. On a vraiment, voilà, on voit les choses, on voit le monde tel que nous l'avons laissé dérailler presque, et on se dit que là, c'est pas possible, il va falloir changer. Donc effectivement, la résonance, qu'on appelle la résonance, c'est aussi justement cette idée qu'on ne pourra changer que de façon collective. Et au sortir du Covid, on le voit par exemple dans une interview d'Anne Niva, grand reporter de guerre. Grand reporter de guerre, et qui a décidé de sillonner la France justement avec ces méthodes rodées sur tant de théâtres militaires à l'autre bout du monde. Donc elle le fait sur le territoire français, et elle rapporte l'image effectivement d'une nation qui est repliée sur elle-même, en plus au sortir du Covid, etc., qui est en manque de confiance en ses politiques. Vous allez me dire, c'est pas hyper nouveau, mais bon, en tout cas, c'est toujours là et c'est toujours pas réglé. Et on est en quête, malgré tout, d'une nouvelle vibration collective. Et il y a des choses sur lesquelles on voit émerger ce besoin de nouvelles dimensions collectives. Je vais parler du Web 3 pour parler un peu tech. Du coup, là, l'idée, c'est pas vraiment de se positionner en disant le Web 3 c'est super, la crypto c'est sympa. C'est pas le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les dynamiques qui sous-tendent le Web 3. Et on le sait, ce sont des dynamiques qui sont plutôt portées sur l'horizontalité, le partage du pouvoir, les décisions collectives. Et ça, on trouve que c'est une façon intéressante justement de réinjecter de la démocratie dans des systèmes qui sont un peu à bout de souffle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de se dire qu'en effet, si ces systèmes sont en bout de souffle, c'est le meilleur moment pour pouvoir en changer. Et pourtant, alors qu'on avait été peut-être habitué sur les années passées à avoir plus de solutionnisme, du côté de la technologie, le fait de se dire que oui, la solution pouvait venir de la tech, non. Là, cette fois-ci, la technologie agit plutôt comme un nuancier de solutions possibles, Guillaume. Oui, enfin moi, l'impression que j'ai en lisant ce livre qui est super inspirant, bravo, à toute l'équipe, c'est qu'on ne laisse plus la technologie faire toute seule. C'est-à-dire qu'on a besoin de se réapproprier. Le Web 3, c'est ça, c'est la réappropriation. On a besoin de réimaginer aussi. Et on a besoin, lorsque vous parlez de toutes les tendances, se réapproprier peut-être la nature, les territoires, on le voit avec la guerre en ce moment malheureusement, et puis notre attention. Et on doit pouvoir redevenir maître de la machine de la technologie, en tout cas. Oui, absolument. Il y a vraiment cette idée qu'on ne va pas jeter les technologies avec le Dubain pour autant, mais on les utilise encore une fois comme un apanage de solutions qui vont nous permettre, dans le collectif, de transformer encore une fois cet essai. C'est vraiment ça, Nathanaël, qu'il faut retenir. Je sais que dans ton ouvrage, notamment, il y a une grande critique du technosolutionnisme qui sauvera la planète. En tout cas, pas les technocrates, c'est sûr, pour toi. Mais quand on se dit que le climat et la démocratie, ça peut être le même combat, là aussi, il n'y a pas besoin d'avoir recours à la technologie forcément pour pouvoir le faire, mais elle peut y aider. Peut-être qu'elle peut aider.
ce qui n'est pas la chose la plus évidente pour moi, parce que c'est pas d'abord ma porte d'entrée en fait, la question de la technologie. Pour moi, ma porte d'entrée, pour reprendre là, ce que vous disiez autour de la résonance, qui est un terme moi, qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est un terme aussi qu'a conceptualisé un sociologue allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, voilà, et qui nous dit mais en fait nos sociétés ne cessent de s'accélérer, on est comme dans un hamster dans une cage, voilà, en accélération permanente, et il dit mais face à ça, ce qu'il faut, c'est pas d'abord ralentir, c'est d'entrer dans un autre rapport au monde, et qu'il appelle, lui, qui nomme la résonance. Et pour lui, la résonance, c'est caractérisé d'abord et avant tout par l'écoute et la réponse. C'est-à-dire, avant de courir tout seul, chacun dans son couloir de course ou de nage, ben d'abord, commencer par essayer d'écouter le monde, écouter la terre, écouter l'autre, et puis à partir de là, dialoguer, entrer dans un... Voilà. Et c'est assez intéressant parce que l'autre nom, on a parlé d'anthropocène, là, hein, l'anthropocène, voilà, qui veut dire tout simplement la Terre aujourd'hui, en fait, pour faire très simple. L'autre nom scientifique de l'anthropocène, c'est la grande accélération. Et donc on pourrait faire ce parallèle-là en se disant, mais alors si la grande accélération est le problème, et de fait c'est un problème que nous avons, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à aller chercher du côté de la résonance pour traverser les sombres temps qui s'ouvrent à nous et puis contenir l'emballement bioclimatique? Alors ça veut dire quoi? On peut se dire, bah, c'est un petit peu perché. Alors peut-être c'est un petit peu perché, mais en même temps ça veut dire, essayons d'entrer dans une façon d'être qui soit caractérisée par la convivialité, le partage de la vie, le partage de l'existence au sein de l'étendue terrestre, avant d'être dans une recherche de disruption, d'avancée, etc. Et bien sûr, sur ce chemin de coexistence, et puis d'écoute et de réponse, ben bien sûr, peut-être qu'il peut y avoir l'une ou l'autre innovation qui puisse nous aider. Mais de fait, moi, je ne crois pas du tout qu'une solution viendra de la technique. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui est en jeu. Donc la tech n'est pas une fin en soi, encore une fois, elle peut contribuer à quand même apporter des solutions aux grandes mutations qu'on traverse. C'est ce qu'on a appelé le remix, justement, avec cette idée toute simple, hein, qui est qu'il n'y a pas de baguette magique, comme il n'y a pas de planète B, il n'y a pas de baguette magique, mais il y a plutôt une somme de leviers à actionner. Et la technologie, la technique, parce que c'est vrai, on emploie moins le terme technique, mais bon, la technique, la technologie, l'innovation, qu'elle soit frugale ou échevelée, tout ça fait partie des N leviers à actionner pour justement basculer dans une civilisation post-carbone, mais basculer à l'échelle des systèmes. Et à nouveau, j'emploie ce terme de système parce que c'est vraiment l'échelle qui nous attend aujourd'hui. Donc effectivement, il y a la technologie, mais il y a aussi la sobriété, il y a aussi le courage politique, il y a aussi les changements d'imaginaire et de récits qui sont aussi importants pour justement qu'on aille vers ce nouveau destin post-fossile et post-carbone. Il y a une multitude de leviers à activer qui rend la tâche éminemment complexe, comme on l'a remarqué, mais aussi très exaltante, parce que c'est vraiment à l'échelle de la société que ça se joue désormais. Ça veut dire que le challenge, il se joue dans la façon dont on va composer cette équation. On a encore une fois, toutes les inconnues, si je veux dire, en tout cas, toutes les composantes. On a la justice climatique, la justice sociale, le courage politique, vous le disiez, Carolina. On a même l'argent, en fait. Céline Guivarch dit, par exemple, ça dans l'interview. Elle dit que l'argent est là, en fait. Maintenant, il faut le flécher vers les bons investissements. Donc, on a les moyens financiers pour pouvoir résoudre ces changements-là de système et de société. La question d'Internet, c'est de savoir comment est-ce que, finalement, au-delà même de la solution à l'équation, on arbitre ce récit, on le co-construit. Oui, alors de fait, et pour moi, à cet endroit-là, le grand arbitre, c'est la puissance publique, c'est la politique. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de laisser aux acteurs la possibilité d'être plus ou moins sobres, plus ou moins attentifs à l'environnement, plus ou moins ceci et cela. Et derrière, c'est une expérience démocratique qu'il s'agit de concevoir et de penser de façon complètement renouvelée. Et pour l'instant, la démocratie, c'est quoi? C'est être libre, en fait. La démocratie, voilà, je fais un peu ce que je veux quand je veux, dans le respect de 2-3 lois, bien sûr. Et je pense que la démocratie, il faut qu'on la pense à partir de la limite, voilà, où à un moment donné, on ne cesse de buter contre
une limite, mais une limite qui n'est pas le fait d'un autocrate, qui est une limite qui est collectivement décidée, donc qui est à un moment donné une limite démocratique, et une limite qui nous renvoie à quoi? Au manque, parce que de fait, le temps de la surabondance, de la surconsommation, etc., ça c'était le monde d'avant, voilà, le monde d'après 2023, c'est un monde, de mon point de vue, en tout cas c'est celui que j'attends, caractérisé par la limite et par le manque, mais dans un espace qui soit profondément démocratique. Allez, des contraintes naissent les opportunités. On continue à en parler pour cette premier épisode de l'École du futur 2023, avec les tendances notamment de l'ADN, ces mutations à observer ensemble avec Carolina Thomas et Nathanaël Wallenhorst. Guillaume Gralet est toujours avec nous. On s'arrête un instant pour faire un tour du côté de la planète Tech. Et tout de suite, c'est le Zap avec Edouard Degnaud. Vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du futur, toujours en compagnie de Carolina Thomas pour l'ADN, de Nathanaël Wallenhorst pour qui sauvera la planète. Grande question, grande responsabilité sur les épaules de Nathanaël, vous le savez. Toujours en compagnie de Guillaume Gralet. Et Guillaume, ça tombe bien parce que tu as une idée derrière la tech et on en parle tout de suite. Et cette idée, tiens, on va remettre à l'honneur la technologie qui cette fois-ci peut être prometteuse en tout cas pour mettre à l'honneur des femmes, pas comme les autres. Ouais, on est vraiment là dans la technologie qui peut prendre du sens. On vraiment ferme la porte à Move Fast and Break Things, qui était souvent un peu le cri de ralliement de toute la Silicon Valley, pour mettre en avant, créer une plateforme qui va donner la parole à des personnes qui sont pour l'instant complètement inentendues, inaudibles. Et on doit cette initiative à 3 femmes, Marjorie, Carole Bildé, qui est directrice du programme BOLD de Veuve Clicquot, Marion Darieux-Thor, une entrepreneure qui a fondé The Arcane, et encore la docteure en sciences Aurélie Jean. Aurélie Jean, mais c'est fou. Elles ont eu l'idée en fait de créer cette plateforme BOLD pour permettre de mettre véritablement en avant des femmes inspirantes. Alors c'est une base de données qui s'appuie sur les sur les prix BOLD qui sont remis depuis 50 ans par Veuve Clicquot justement pour mettre en avant l'entrepreneuriat audacieux et fût-il féminin à l'honneur. Cette base de données, ça veut dire qu'elle va fonctionner de quelle façon, avec quelles données exactement? Ce que je trouve très intéressant pour m'être baladé un tout petit peu sur cette plateforme, c'est que les profils des personnes qu'on va découvrir sur cette plateforme sont présentés de manière totalement égale. C'est-à-dire qu'on va se balader, moi je me suis baladé de manière géographique, et on va pouvoir découvrir une personne qui va agir pour rendre accessible la FinTech en Afrique, par exemple, ou encore l'éducation
au Burkina Faso. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut s'inscrire à partir du moment où on est une femme, on a des choses à dire. Et puis, la donnée qui est très intéressante, c'est qu'on va pouvoir rentrer en dialogue. Ça va être également une ressource, par exemple pour des journalistes, pour rentrer avec des personnes qu'elles ne connaissaient pas jusqu'ici. C'est pour ça que c'est important que cette base de données soit le plus ouverte possible. Oui, c'est ouvert et ça doit permettre de briser ces fameux plafonds de verre. Désolé, c'est un petit peu un cliché, mais ça existe encore dans tous les pays du monde, en France également. Et il y a toujours des clichés en 2023, bienvenue. Est-ce que tu as des exemples? Tiens, justement, tu as pu te balader sur la plateforme. Quels sont les exemples étonnants que tu as pu relever? L'idée, en réalité, c'est de mettre en avant des personnalités comme cette initiative l'a déjà fait par le passé avec Amélia Mata, que tu connais bien, Marjorie. Bah, toi aussi, tu la connais bien. Je la connais très bien. C'est ta co-chroniqueuse. Voilà, exactement. Amélia qui rend notamment le code, qui donne envie à des enfants d'apprendre à coder, notamment. Il y a également Elena Poincé, qui avait été mise en avant dans cette initiative. Elena, qui est une ancienne agent des services secrets français, qui a mis au point Tetris, donc qui doit épauler les entreprises, mais également les hôpitaux. On sait que c'est très important pour se défendre face aux cyberattaques. L'équipe de Tetris qu'on avait reçue ici il y a quelques semaines seulement. Et effectivement, en baladant sur cette plateforme, je découvre Olens Paslavska, qui est ukrainienne, qui a créé Factory Family, qui est vraiment un site qui en est à ses tout débuts, qui veut aider les familles. On sait à quel point les Ukrainiens, les Ukrainiennes sont extrêmement résistantes face au conflit, mais qui veut mettre les familles au centre d'une nouvelle entraide. J'ai également découvert Sheridan Porteus en Australie, Kate Lowry en Nouvelle-Zélande, donc c'est vraiment mondial. Je leur ai envoyé un message, j'ai pas encore eu de réponse, mais je pense que ça va fonctionner. Et en fait, elles vont pas tarder à te répondre. Elles vont pas tarder à me répondre, mais on peut vraiment entrer en contact. Moi, c'est un peu difficile, c'est toujours trouver des nouvelles personnes, voir les personnes qui sont les plus intéressantes à mettre en avant. Donc c'est un outil très utile. C'est un outil qui sera utilisé par Guillaume Gralet pour l'École du futur et pas que. Et comme le dirait si bien Aurélie Jean, la donnée c'est un pouvoir, mais la donnée partagée c'est un super pouvoir. On le voit, Carolina, la tech, la data peut encore nous permettre de faire des choses en 2023, mais encore une fois, ça va nous permettre de mettre en avant des solutions, ça ne va pas être une solution en soi. Exactement. En fait, c'est ce que nous allons faire qui compte avant tout. Alors, dans le livre, on parle pas mal de tech, notamment sur les sujets justement autour de l'intelligence artificielle. Je pense au secteur de l'art, qui a vu vraiment cet été ces fameux générateurs d'images exploser et mettre finalement cette création d'images à base de prompts, donc qui sont ces instructions qu'on va donner à la machine et qui va reproduire ça en images. C'est une expérience assez fascinante et on voit vraiment en 2022-2023, voilà, l'intelligence artificielle est partout autour de nous, alors sans qu'on s'en rende à peine compte finalement. Ça y est, on est passé dans ce moment où la technologie devient très mainstream et autour de nous, avec forcément les abîmes de questions qui s'ouvrent avec, notamment concernant évidemment la sécurité des données, la cybersécurité qui devient, on l'a vu là récemment sur des attaques concernant des hôpitaux, qui devient un enjeu pour absolument tout type d'organisation. Donc oui, à nouveau, la tech, c'est surtout ce que le génie humain va décider d'en faire. Oui, Guillaume, une technologie qui n'est pas invisible, mais qui est de plus en plus naturelle, invitée dans le réflexe. Oui, c'est très intéressant parce que ça va booster notre imagination, ça va surtout nous surprendre. Moi, je me souviens d'un portrait d'Elon Musk qui a été réalisé habillé en général russe. Ça fait un peu peur et en même temps, on s'est dit qu'il y a une certaine... On a envie de le voir, ce portrait, vraiment. Non, mais il y a une certaine réalité et ça va aussi révéler certains biais de tout ce comment on nourrit la machine, et on voit que la technologie n'est pas neutre. La technologie n'est pas neutre, absolument. On va justement s'appuyer sur cette dernière phrase de Guillaume Gralet pour ouvrir la deuxième partie de cette émission. Vous savez, aujourd'hui, on s'intéresse justement aux tendances qui vont faire 2023 côté société, environnement et éducation. C'est la deuxième partie du talk tout de suite. On est
toujours en compagnie de Carolina Thomas pour l'ADN, rédactrice en chef de ce superbe livre de Tendance 2023, et de Nathanaël Wollenhorst, vous le connaissez bien, un habitué de l'école du futur, docteur en sciences politiques, de l'environnement et de l'éducation, auteur de Qui sauvera la planète. C'est toujours aux éditions Actes Sud, on peut toujours le trouver en 2023. C'est une bonne nouvelle. Je voulais qu'on reprenne justement cette deuxième partie d'émission sur cette question, parce qu'elle a été une question majeure, notamment pour la génération et cette génération, cette Gen Z, en 2022. Comment faire finalement concorder le combat pour la justice sociale et la justice climatique? C'est une tendance très forte qui se dégage de ce grand livre, de ce grand cahier de tendance pour l'ADN, Carolina. Cette velléité de pouvoir mettre les deux enjeux côte à côte, non pas face à face, les faire marcher main dans la main pour pouvoir finalement trouver une solution à ce changement de système, c'est plus que jamais une des préoccupations de cette année. Alors c'est une préoccupation, mais c'est une préoccupation pertinente parce que les deux vont ensemble. En fait, c'est quelque chose qui ressort aussi des personnes qu'on a interviewées. Je pense par exemple à Marie Chéron, qui est une activiste dans le milieu de la mobilité et des transports, qui est un secteur que j'affectionne parce que justement, il n'est pas hyper sexy comme ça, mais en même temps, il touche vraiment à l'intime des gens parce qu'on parle vraiment de nos libertés de bouger. Et on a tous des souvenirs qui sont finalement liés à la mobilité. Je sais que, par exemple, je me souviendrai de cette émission pour son parcours chaotique en RER et sur la ligne A. J'avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de chance, en effet, côté mobilité ce matin. Donc voilà, la mobilité, c'est souvent abordé sous une dimension un peu technique, un peu ennuyeuse, etc. Alors que, justement, c'est un sujet qui est extrêmement ancré dans la vie des gens et qui est un excellent cas d'école de transition parce que justement c'est un gros système à faire basculer parce qu'il y a aussi des questions de représentation et d'imaginaire parce que justement Marie Chéron nous explique à quel point on nous a vendu la voiture comme un idéal de liberté et qu'il y a aussi tout un nouveau récit à imaginer autour de ça pour se défaire de cette idée. Ça veut dire aussi basculer des filières et des industries qui justement se demandent, avec notamment la fin de la vente des véhicules à moteur thermique à horizon 2035 qui vient d'être décidée par l'UE, justement toute cette filière automobile, il va falloir qu'elle bascule, il va falloir que les métiers se transforment, etc. Donc là, je parlais de cette décision d'arrêter les moteurs thermiques. Bon, on voit ça, c'est un exemple type de décision à l'échelle du politique. Vraiment, les mobilités, c'est un sujet très intéressant. Et pour répondre à ta question précisément sur ce qu'on appelle les transitions justes, c'est nécessaire d'avoir cette idée en tête, de combiner justice climatique et justice sociale, parce que justement, l'effort ne peut pas être demandé à tous de façon indifférenciée. Ouais. Justement, Marie Chéron nous explique dans l'interview que soutenir les Français via des chèques carburant de façon complètement indifférenciée par rapport à la hausse des prix qu'on a connus suite au conflit qui nous occupe, c'est une très mauvaise décision. En fait, les décisions indifférenciées comme ça, c'est pas le bon chemin à suivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un effet de seuil en réalité. Oui, et puis parce que ça encourage des gens à prendre leur véhicule alors qu'ils pourraient faire autrement, alors que par contre d'autres qui n'ont pas d'alternative, parce que justement l'étalement urbain est tel que de toute façon il faut prendre la voiture pour aller travailler. On n'a pas les infrastructures de transport. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix. C'est ces personnes-là qu'il faut aider. C'est cette gestion un peu fine, un peu granulaire qu'il faut envisager pour que justement sur le chemin de la civilisation post-carbone, personne ne reste sur le bord de la route. Oui, d'où le fait de lancer aussi un grand plan de rénovation et même de construction tout court des RER dans toutes les régions et dans toutes les grandes métropoles lancé par le président de la République il y a quelques semaines en 2022 pour être plus précis.
Dans ce que vous dites, Carolina, on sent quand même se détacher ou revenir. Hein, Nathanaël, tu vas me dire ce que tu en penses. Ce côté fin de monde contre fin du mois qu'on avait beaucoup vécu au moment de la révolte des Gilets jaunes. Souvenez-vous, en effet, elle avait eu lieu avant le Covid. Elle pourrait revenir, pourquoi pas, à l'aune justement de ces transformations sociétales. La mobilité, la ruralité, l'urbanisme, attention, ce sont des ingrédients explosifs. Pour moi, la clé, c'est ce que vous avez nommé en parlant de courage politique. Je pense que, moi, ce que j'attends de 2023, c'est que nous ayons du courage politique. Un courage politique qui rencontre de fait un écho, une résonance dans le courage des citoyens, mais qui soit véritablement incarné par les femmes et les hommes politiques. Aujourd'hui, qui est garant de l'unité des nations? Ce sont des organisations qui se sont positionnées de cette façon, sont les multinationales. De par leur implantation dans différentes nations, elles se sont positionnées comme les garants, les garantes de la paix, de la lutte contre la barbarie, etc. Et ceci en raison de leur implantation dans différentes nations et puis du commerce, du business, enfin voilà, qui est là pour préserver de la sauvagerie et de la barbarie. Et de ce fait, une forme d'odieux chantage est réalisée à l'égard des dirigeants. Si tu ne néolibéralises pas, c'est-à-dire si tu ne poursuis pas la dérégulation des marchés, qu'est-ce qu'on fait ? On se barre, on va aller voir des gens méritants. Les gens méritants, ils sont où ? Ils sont en Pologne, en Hongrie, en Chine, en Inde, etc. Et les responsables politiques, ils sont comme tenus en otage par cet odieux chantage, on pourrait dire d'une certaine façon. Et moi, ce que j'attends là, c'est une reprise en main du pouvoir politique à l'égard du pouvoir économique pour que, de fait, nous avons besoin du pouvoir économique, pour l'ensemble des services de la vie et pour une vie qui soit bonne, qui soit humaine, etc. Par contre, d'abord et avant tout, régulée par des impératifs de justice, organisés vraiment au sein de limites par le pouvoir politique. Donc moi, vraiment, fondamentalement, c'est ce que j'attends et ce que j'espère du courage politique. Donc je vais reprendre une vieille expression née des confinements de 2020, le monde d'après et encore d'après, c'est celui de la reprise en main du pouvoir politique, de la régulation. Finalement, on nous redonne des repères plus qu'autre chose. C'est pas celui où on peut trouver toutes les solutions qu'on voulait pour changer le monde ? Alors, en tout cas, je pense qu'il y a besoin d'un nouveau récit collectif. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est ce que vous venez de qualifier par de nouveaux repères ? Peut-être. Le courage politique, oui, parce que justement, pour reprendre l'exemple des mobilités, les mobilités, c'est typiquement un secteur où on est dans le temps long, le temps de l'infrastructure. Justement, à nouveau, Marie Chéron m'expliquait dans l'interview comme la façon dont, finalement, dans les années 80-90, le politique cherchait surtout à relier le territoire du nord au sud avec de grandes lignes de TGV pour, justement, finalement, marquer l'histoire et rester dans l'histoire via ces lignes à grande vitesse où on cherchait, c'était ce que vous exprimiez tout à l'heure, ce toujours plus vite, tracé à toute allure, du monde, quadriller et effectivement réduire le temps et les distances et avec forcément les conséquences que ça a eu pour une tonne de petites lignes qui se sont trouvées comme ça en déshérence avec ce qu'on a appelé ensuite la diagonale de vide ou la France périphérique, ce qui a été théorisé par de nombreux, par un géologue en particulier. Exactement. Et donc là-dessus, on se rend bien compte effectivement de cette nécessité d'avoir d'une part du courage politique et si possible un courage politique qui soit aligné avec les enjeux climatiques, tant qu'à faire, et le besoin d'un nouveau récit collectif à l'échelle de la nation. Guillaume. Non, moi, j'étais en train de répertorier tous les... je vois prendre des notes pour 2023. Non, mais l'année 2023, c'est un peu l'année du du rêve, du remix, du récit. Alors, je ne vais pas dire réenchantement, parce que je trouve que c'est un mot qui a, j'allais dire galvaudé, et en tout cas, mais le désir de construire à nouveau quelque chose, et avec cette volonté d'être ensemble, même si on est un peu tous claquemurés depuis
depuis le Covid, avec nos habitudes de streaming, on en parle notamment dans la partie maison, cette espèce de société de la flemme et qui génère d'ailleurs sa propre économie associée, qui elle-même est très mauvaise pour le climat. Ça aussi, c'est un autre enseignement du livre. Tout se tient, en fait. Tout se tient. À chaque fois qu'on fait quelque chose pour améliorer le climat, il y a de grandes chances que ça améliore la santé des gens, par exemple. Tous ces co-bénéfices, c'est extrêmement important de les faire rejaillir, je pense. Je trouve ça qui est vraiment très prégnant, encore une fois, dans cet ouvrage de tendance et de mutation pour 2023, c'est le fait de se dire que désormais, tout est lié, encore plus qu'hier. Je voudrais qu'on lie quand même aussi cette question de justice sociale, de justice climatique et de changement de système aux questions d'éducation, parce que là aussi, il y a un très très beau chapitre qui est consacré à l'enseignement, vers un autre enseignement, une architecture pédagogique en adéquation avec ces grandes mutations. Est-elle possible 2023, est-ce que c'est l'année où on refonde l'école, Nathanaël? Voilà, juste comme ça. Tu as à peu près 5 minutes. On va tu n'as pas refonder l'école. Alors, moi, si je devais refonder l'école, qu'est-ce que je ferais? La première chose que je ferais, je prendrais tous les téléphones portables, les iPhones, les tablettes et les ordis et je les laisserais devant les salles de cours et devant les enfants. C'est sympa les cours avec Provalonor. Voilà ce que je ferais si je devais refonder l'école. Parce que de fait, moi, ce que je constate en cours, alors peut-être que c'est parce que mes cours sont pas passionnants, mais alors c'est absolument saisissant combien il y a de la distraction en permanence et simplement le fait de tenir concentré à écouter quelqu'un, et écouter quelqu'un étant pas uniquement l'enseignant, moi ça peut être mon père qui est en train de prendre la parole, enfin PR qui est en train de prendre la parole, etc. Et il y a en permanence une distraction. Et donc moi ce que je constate pour l'instant, c'est que ça ne génère pas d'abord et avant tout en classe une consolidation des apprentissages, mais plutôt une distraction, et ça, ce que je crois identifier, moi vieux technophobe que je suis, mais la dernière fois je vous avais dit il a fait son coming out de technophobe. Non, mais la dernière fois je vous avais dit combien je me mettais justement à l'utilisation de vos outils. Ouais. Mais c'est que fondamentalement, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'énergie politique, d'investir la cité pour porter les enjeux du futur, les enjeux de l'avenir, qui sont le fait qu'est-ce qu'on a devant nous. Devant nous, on a de la rupture. Une rupture, soit une rupture dans le fonctionnement même du système Terre, c'est ce dont on parle depuis un petit moment. Rupture qui, si elle s'opère, c'est-à-dire si des seuils, des points de bascule sont franchis, génère un chaos sociétal et civilisationnel, ou alors une rupture qui soit une rupture civilisationnelle, réelle, profonde, une nouvelle façon d'habiter le monde et de mettre la politique au centre. Et pour ça, en fait, on a besoin d'être concentré et de ne pas être distrait et de mobiliser toute notre énergie. Pas d'abord reclus, isolés derrière un écran, mais ensemble dans l'espace public. Voilà. Et donc de fait, si je devais refonder l'école, c'est quelque chose de cet ordre-là que j'ambitionnerais pour 2023. Alors, voter Nathalie Valdermors pour une prochaine année, évidemment, électorale. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, tu lis, et c'est ce qu'on fait depuis le début de cette émission, cette question du courage politique, de la justice climatique, sociale, environnementale, aux questions justement d'éducation. C'est vraiment ça qui nous manquerait, Carolina, en tout cas dans les enquêtes que vous avez pu faire pour ce livre de tendance aux côtés des acteurs de l'éducation et de l'EdTech également. L'idée de se dire que l'école, ça peut redevenir une place publique avec toutes ces lettres de noblesse, l'endroit où on va forger autant des têtes bien faites et des têtes bien pleines que des citoyens, des acteurs de la cité en devenir. Alors l'un des articles qu'on a consacré à l'enseignement, on l'a titré « L'école de la vie », un petit peu plus loin, en société. Genre jeu de mots. Parce que justement, ça nous semble un des enjeux, c'est de faire en sorte que l'école ne soit pas seulement un endroit où on accumule de la connaissance, mais plutôt un endroit où on forme les citoyens de demain qui ne vont pas avoir une tâche facile par rapport à tout ce qu'on vient d'exprimer jusqu'à présent. Donc la nécessité aussi d'en faire des individus capables de libre arbitre autant que faire se peut, de pensée critique et aussi d'autonomie
par rapport à l'apprentissage, d'être en mesure d'apprendre toute sa vie, parce qu'on se rend bien compte, à nouveau, que tout va toujours plus vite. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, tout va toujours plus vite. Donc la nécessité de se mettre à jour, je vais employer cet affreux terme, comme si nous étions un logiciel informatique, mais en tout cas, il y a cet enjeu-là pour les écoles, qui est assez communément partagé. Mais je pense que une des grosses questions qui se posent, c'est aussi de résoudre la crise des vocations. Ouais. Parce que justement on donne des chiffres de mémoire. Je crois que on avait 19 000 individus qui se sont présentés et ont passé les concours pour 24 000 postes disponibles. Donc on a un déficit de 4 000 professeurs. D'où l'appel contractuel aussi en France au début de cette rentrée scolaire en 2022. Donc la crise des vocations, comment elle se résout par les recettes classiques, augmenter le budget de l'éducation nationale, revaloriser la profession, ça on le sait, mais certainement quelque chose de bien plus large aussi, qui est à nouveau, et on y revient toujours, quelque chose qui est de l'ordre de la réorganisation du système, à l'échelle du système, avec toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire les associations, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, parce que ça aussi c'est un enjeu, c'est de sortir de quelque chose, d'un modèle très verticalisé pour aller vers quelque chose de plus horizontal. Donc on a interviewé Judith Grimbach, qui avait réalisé un documentaire qui s'appelle Une idée folle, justement sur la façon dont... Une des plus belles réalisatrices sur l'école, s'il en est. Dont les enseignants partout sur le territoire prennent des initiatives, essayent de nouvelles choses, expérimentent. Expérimenter, ce sera donc le mot de la fin pour pouvoir, ça y est, poser le cadre de cette année 2023 en termes de tendance et de mutation. Vous reviendrez évidemment continuer à finalement vérifier ces tendances. Se seront-elles bien développées et déroulées durant cette année 2023? Vous nous le direz. Carolina Thomas, rédactrice en chef de cet excellent, encore une fois, cahier de tendances 2023. Vous avez fait aussi le 2022 et le 2021 pour la revue L'ADN. Nathanaël Wallenhorst, tu es toujours docteur en droit de l'éducation, des sciences politiques et de sciences de l'environnement, et toujours l'auteur de cet excellent Qui sauvera la planète. Peut-être qu'on aura une réponse en 2023, on verra bien. Et Guillaume Gralet, toujours à nos côtés, à mes côtés. Merci infiniment. On se retrouve dès demain pour d'autres tendances. Vous le savez, on les détaille tout au long de cette semaine dans l'École du futur.